Bonjour, bonsoir ou bonjour à tous. Voilà, j'ai réagi un petit peu à chaud à la vidéo, l'intervention d'Emmanuel Macron suite suite à la dernière mobilisation à les Gilets jaunes. Donc là, on est lundi soir, hein, je suis en train d'enregistrer à ce moment-là, juste après l'allocution du président de la République. Je l'ai écouté, je l'ai écouté, j'étais en voiture, hein, j'étais à la radio dans la voiture, j'écoutais bien attentivement. Et puis je voulais donc partager un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Alors c'est vrai que je regrette, j'avais fait une vidéo entre les deux derniers actes là que j'ai pas eu le temps de publier et c'est embêtant parce que j'avais un petit peu annoncé ce qui allait se passer samedi dernier, c'est-à-dire l'acte lors de l'acte 4. Bon alors je vais pas être prétentieux, quand je dis annoncer, c'est-à-dire que d'une certaine manière, bon j'ai déjà annoncé que à Paris effectivement ce ne serait pas pire que ce qu'il y avait eu lors de l'acte 3, hein, au moment où il y a eu l'Arc de Triomphe dégradé, etc. Par contre, au passage, un petit commentaire hein, là-dessus, mais bon, ça me fait un peu sourire euh, quand j'entends parler de l'Arc de Triomphe comme symbole républicain. Bon, intéressez-vous un petit peu à l'histoire de l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas grand-chose de républicain en réalité, mais bon, ça me fait un peu sourire. Donc. Bon, on va pas parler des dégradations et tout ça. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Euh, où j'ai noté, oui. Oui, ce que j'avais dit, c'est que donc à Paris, ça n'allait pas être pire. Par contre, qu'en province, ça allait être pire. Alors, effectivement, ça n'a pas été pire à Paris. Euh, Par contre, en province, je pensais que ça allait être un petit peu plus important que ça, mais il y a quand même eu notamment à Bordeaux, on a vu à Toulouse, certaines villes, à Saint-Étienne aussi, il y a eu pas mal de casses. À Marseille, voilà. Euh, Ce qui m'amène à dire maintenant donc que, par contre, il y a autre chose qui m'a choqué, ça je vais en parler. C'est pas mal d'images qu'on a pu voir, notamment de dispositifs policiers et tout ça que j'imaginais pas aussi impressionnant à Paris. Et ça c'est vrai, mais c'est même pas ça qui m'a choqué. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion par rapport à ce qui s'est passé et par rapport en mettant en perspective, je vais mettre en lien les deux événements, c'est-à-dire la dernière manifestation, l'acte 4, l'allocution du président, et puis pour essayer de voir un petit peu ce qui va se passer lors de l'acte 5. Alors, déjà, le président de la République a commencé son allocution en parlant des violences, en évoquant les violences qu'il y a eu, encore une fois, je vais le dire comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, en engueulant une fois de plus les Français. Voilà, il nous a engueulé une fois de plus, en nous disant qu'il y a eu des violences intolérables. Bon, il a dit, mais il y a eu une colère légitime derrière, etc., mais il y a une violence intolérable. Voilà. Donc encore une fois, il a engueulé les Français. Par contre, de ce point de vue-là, il n'y a aucun mea culpa. Il a fait un mea culpa un peu plus loin en disant qu'il avait mal parlé, il avait des formules malheureuses, etc. Il a reconnu ça. Par contre, pour ce qui s'est passé par rapport aux manifestations, il n'a eu aucun mea culpa. Parce que s'il y a un mea culpa à faire de la part des Gilets jaunes par rapport au débordement qu'il y a pu avoir, euh, il y a un mea culpa aussi à faire par rapport à la gestion de l'État des derniers, enfin de l'acte 1 à l'acte 4. Il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont l'État a géré ces manifestations, notamment lors de l'acte 4. Et je vais y revenir. Parce que moi, ce que j'ai vu qui m'a profondément choqué, alors déjà, je l'ai dit que lors de l'acte 1, les casseurs, pour moi, ils n'étaient pas si casseurs que, enfin, ils ne sortaient pas de nulle part. Hein. C'est bien pour ça qu'après, on a commencé à nous sortir l'histoire de l'ultra-droite, qui était complètement ridicule. On savait bien que ça n'avait rien à voir avec l'ultra-droite. Hein. Mais là, surtout, ce qu'il y a eu, c'est que moi, je pensais que la police allait, à défaut de voir des policiers déposer leur casque ou dire nous on arrête de réprimer les gens. À défaut de ça, j'avais espéré qu'au moins, euh, au minimum, il y a les policiers fassent preuve comment dire, d'un déficit de zèle, c'est-à-dire qu'ils fassent un peu moins de zèle que d'habitude, alors que ça a été tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a vu lors de l'acte 4 un excès de zèle des policiers. Il faut dire qu'ils ont été très efficaces. Hein. À Paris notamment, ça a été là-dessus, on peut pas dire le contraire. Un excès de zèle qui, pour moi, est absolument écœurant.
écœurant dans la mesure où, on va pas reprocher aux policiers de faire leur travail. Ah, policiers et gendarmes, hein, parce que je les mets dans le même sac, hein. Je sais que ça va peut-être pas forcément leur plaire. Je sais que ce que je vais dire d'ailleurs là va ne pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est la vérité. La vérité, malheureusement, souvent, elle fait mal à entendre. La vérité, c'est que la police et la gendarmerie qui jusque-là, je veux dire, on attendait qu'à un moment donné, il y ait une réaction aussi de leur part. Quand je dis une réaction, c'est-à-dire d'arrêter comment dire, je vais essayer de trouver une formule, oui, enfin, je vais essayer d'être clair, mais et surtout, enfin, clair, mais surtout juste, on va dire. Je pense que comme beaucoup de gens, j'espérais que dans la police, il y ait des voix qui s'élèvent. Et on a commencé à voir des choses comme ça au début. Et là, on a vu une police aux ordres, et une gendarmerie aussi, hein, aux ordres, y compris les ordres les plus scélérats, et voire même illégaux. Hein. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a des choses pas très légales et qui ont été faites de la part des forces de l'ordre. Et que ce qu'on a vu ce samedi dernier, si on avait vu ça dans n'importe quel autre pays dans le monde, moi je me rappelle ce qu'on a dit sur l'Espagne, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, l'année dernière, lors des manifestations, vous vous souvenez des indépendantistes catalans qui étaient réprimés par la police espagnole, euh, j'ai entendu souvent, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit même dans les médias français, des gens traités, Rajoy, le premier ministre, enfin l'ancien premier ministre espagnol, de raciste, non, de fasciste, par rapport à la gestion qu'il avait fait de la répression qu'il avait menée contre ces manifestations. J'imagine, je vous parle même pas de tout ce qu'il y a eu avec Poutine, avec Erdogan, etc. Je veux dire, si ça avait été en Turquie ou en Russie, j'imagine même pas tout ce qu'on aurait dit. On aurait comparé Poutine à Hitler. Enfin bon, imaginez le truc. Hein. Là, ça se passe en France et tout le monde trouve ça normal. Voilà. Alors, de quoi je parle? Je parle de déjà tout ce qui s'est passé, les arrestations préventives. On a mis en garde à vue des gens qui avaient simplement des choses pour se protéger, même pas des armes, seulement des objets de protection, pour pouvoir manifester justement sans avoir à subir tous les désagréments dus au gaz lacrymogène et à tout ce qu'il y a eu. Je rappelle quand même qu'il y a une jeune fille qui n'était pas protégée, qui pouvait pas avoir de lunettes, et du coup elle s'est pris un coup de flashball, elle a perdu son œil. Voilà. Ça, c'est un exemple. Voilà. Mais un exemple qui fait que si les gens pouvaient se protéger, ils se prendraient pas des coups de flashball dans la gueule. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont qu'à pas être là, ils ont qu'à pas faire le bordel. Bah oui, mais ils sont là, ils viennent manifester pacifiquement, ils ont quand même le droit. Je vous rappelle qu'on est en démocratie, qu'on a le droit de manifester, en principe. Hein. Voilà. Et que, malgré ça, les gens veulent avancer, on leur dit non. On, leur, on les gaze, on leur envoie des coups de jet d'eau dans la gueule. Ah, des jets d'eau à une pression comme ça fait mal aussi. Hein. Ah, ça a l'air de rien. Et sans compter les flashballs, voilà. Bon, alors voilà. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça normal. Moi, je trouve pas ça normal. Et je le dis. Voilà, je le dis, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas cette répression. Je la trouve exagérée. Et à la limite, voilà, encore une fois, je comprends que la police et même l'État, au-delà, fasse son travail de maintien de l'ordre, etc. Mais à un moment donné, il faut assumer aussi les choses. C'est-à-dire que si nous devons assumer ce que nous faisons, l'État et la police doivent assumer aussi. La police, c'est comme des hommes et des femmes qui ont des consciences, qui sont conscients de ce qu'ils font, c'est des adultes. Hein. À un moment donné, il faut qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Est-ce que je dois accepter un ordre pareil? Hein. Parce que moi, par rapport à ce que j'ai vu là, je suis persuadé que demain, si le ministre de l'Intérieur, Castaner, donne l'ordre aux forces de l'ordre de faire feu sur la population, ils le feront. Je suis persuadé qu'ils le feront. Hein. Ils feront feu sur la population. Ça, c'est une certitude absolue et je suis convaincu, absolument convaincu, par rapport à ce que j'ai vu ce samedi-là. J'en suis sûr et certain. Parce que j'ai vu un excès de zèle, moi, qui me dégoûte. Alors après, j'entends les policiers et les gendarmes se plaindre par rapport à l'état d'urgence, à tout ce qu'il y a eu, toutes les sollicitations qu'ils ont eues, tout le mal à faire leur boulot, etc. Maintenant, ne venez plus pleurer. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Hein. Alors, bien sûr, bon, voilà, je vais rester quand même assez juste. Je vais parler juste de ceux qui étaient en opération ce samedi dernier à Paris. Voilà, je vais parler que d'eux. Hein. Je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais ceux qui étaient là ont fait preuve d'un excès de zèle absolument écœurant.
pour des gens qui, soi-disant, sont surchargés de boulot et n'y arrivent plus. Voilà, ils sont mal payés, etc. Vous avez fait preuve d'un excès de zèle absolument écœurant. Et après, vous venez vous plaindre. Alors ceux-là qui viennent pas se plaindre, parce que ceux-là, ils ont montré qu'ils étaient les bons petits chiens du pouvoir. Ils sont exactement, vous savez, comme vous savez, des molosses que vous élevez chez vous, mais que vous maltraitez, que vous nourrissez mal, mais qui vont quand même, comme c'est des chiens, ils vont quand même être fidèles et continuer à défendre votre maison. Ben là, c'est exactement la même chose. Voilà, ils me font penser à ça, ceux qui ont agi ce samedi là. Voilà. Alors après, oui, il y a les casseurs, oui, il y a ceux qui jettent des pavés sur les flics. On a dit oh les pauvres policiers, ils ont peur pour leur vie, etc. Ben, et les autres, ils ont aussi des enfants, c'est aussi des pères de famille ceux qui sont en face, les gilets jaunes. Voilà. Il faut arrêter maintenant avec ça. Les gilets jaunes qui ont été arrêtés arbitrairement, qui n'avaient rien fait. Il y en a plein. Il y en a plein. Ils ont été arrêtés juste parce qu'ils avaient des masques à gaz dans leur sac pour se protéger, pour protéger leurs enfants. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. C'est quoi? C'est écrit dans le code pénal, ça? Qu'on n'a pas le droit d'avoir des masques à gaz en cas de danger? Qu'on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui nous permet de protéger si on est en danger? Bah dans ce cas, c'est quelque chose qui va pas dans ce pays alors. C'est pas normal. Parce que le problème, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est quand même dans une situation exceptionnelle. Il faut essayer d'avoir un peu de hauteur et de sagesse par rapport à tout ça. On est dans une situation exceptionnelle. Et dans une situation exceptionnelle, il faut se poser des questions par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça que le président n'en a même pas conscience. Et je vais revenir à ce qu'il disait là-dessus, donc sur la, 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 la- voilà. S'il avait vraiment eu un discours d'apaisement, c'est pour ça que pour moi son discours n'est pas un discours d'apaisement. Parce que s'il a eu vraiment un discours d'apaisement, il aurait commencé par dire euh, oui, d'accord, c'est intolérable ce qui s'est passé, les violences des casseurs, etc. Mais nous aussi avons notre part de responsabilité là-dedans, parce qu'on a trop laissé casser, parce on a eu peut-être une attitude qui n'était pas la bonne, voilà. Et on fait notre mea culpa aussi. Et que ce soit donnant-donnant, dire voilà, on veut bien calmer le jeu si vous le calmez aussi. Voilà. C'est-à-dire si vous venez plus calmement, si vous annulez je sais pas l'acte 5 à Paris et, euh, et que vous voilà qu'il envoie vraiment un message d'apaisement en disant moi aussi je suis prêt à apaiser les choses. Moi aussi je suis prêt à faire en sorte que on vous accueille pas avec à coup de matraque, etc. Voilà, qu'au moins qu'il y ait un donnant-donnant en disant on a été trop loin, vous avez été trop loin, on a été trop loin. Maintenant on discute. Non, même pas. C'est je condamne les violences, c'est intolérable, etc. Voilà. Et pas un mot pour les gens qui sont mobilisés depuis un moment, etc. Qui voilà, rien, aucune compassion là-dessus. Donc déjà, de ce point de vue-là, Macron montre bien qu'il est encore dans la guerre contre le peuple et qu'il est absolument pas dans l'apaisement, absolument pas. Et ce qui, je veux vous dire, parce qu'il y a ce qui s'est passé samedi, on a franchi un cap, c'est intolérable. Voilà, on n'a pas de leçon à donner ni à la Turquie, ni à la Russie, ni même à la Corée du Nord. Vous voyez même pas ça en Corée du Nord. D'ailleurs, les Nord-Coréens sont très contents. Hein. Ils sont pas, il n'y a pas de gilets jaunes en Corée du Nord. Voilà. Vous allez me dire oui, mais ils peuvent pas parce que c'est un régime trop dur. Bah, allez en Corée du Nord, allez voir. En Corée du Nord, j'ai donné un chiffre simple. Hein. Euh, la France est un des pays où il y a le taux de suicide le plus important. Hein. Voilà. C'est pas le cas en Corée du Nord, par exemple. Mais enfin, il n'y a pas que la Corée du Nord. Mais, voilà. Donc rien que ça, déjà, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de la population. Et ça, le président n'en prend même pas la mesure, parce qu'il n'évoque même pas ça. Il n'a même pas cette donnée quand il parle. Voilà. Il est simplement dans le calcul, en train de dire, est-ce que je vais réussir avec ces petites mesurettes symboliques, à contenter le maximum de gens. Voilà. Bon, je vais me calmer parce que je commence un petit peu parce que voilà, je suis au bord de la réaction épidermique parce que c'est un petit peu encore chaud tout ça, puis j'ai toutes ces images en tête. Et c'est vrai que voilà, il y a de l'énervement, hein, il y a vraiment, il y a un niveau de tension dans le pays quand même assez important. On va essayer de se calmer et prendre un petit peu de recul et de hauteur. Je reviens maintenant sur ce qu'a annoncé le président. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé une augmentation du SMIC. Alors, en défaut d'augmentation, je parlerai plutôt de coup de pouce. Pour le coup, c'est vraiment un coup de pouce. Parce que 100 euros, on suppose que c'est 100 euros brut, c'est-à-dire à peu près 70 euros net. Bon, c'est-à-dire un plein d'essence en plus par mois, quoi. Voilà, c'est ça. Euh,
Ça concerne pas tout le monde, parce que je rappelle que le SMIC, c'est une norme, c'est-à-dire c'est un salaire minimum fixé par l'État. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, l'employeur, il paye ses ouvriers comme il veut, il a juste à respecter ce niveau minimum. Voilà. Donc, quand on dit d'augmentation du SMIC, c'est augmentation du salaire minimum. C'est pas augmentation générale des salaires, hein. Voilà. Ça, déjà, il faut l'intégrer. Ensuite, la question des heures supplémentaires, bah, c'est pareil. Ça concerne les gens qui font des heures supplémentaires. Donc, c'est bien pour eux. Mais tout le monde ne fait pas des heures supplémentaires, hein. Voilà. Moi, par exemple, je fais pas d'heures supplémentaires. Moi, je suis pas concerné par ça. Je suis concerné ni par le SMIC, ni par les heures supplémentaires, déjà. Donc, voilà. Vous voyez, c'est toujours c'est des petites mesurettes par-ci par-là qui vont contenter certaines personnes et pas d'autres. C'est ça le problème. Après, c'est pas acheté à la poubelle, hein, on est d'accord, hein. Mais pour l'instant, il n'y a rien de significatif. Alors que la situation demande qu'il y ait des mesures significatives, et pas seulement des mesures symboliques, ou des mesures qui contentent certaines personnes et pas d'autres. Ensuite, nous avons la question. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin, hein. Je vais parler d'abord. Alors, je sais plus, je me souviens. Ah oui, c'est pour les retraités, l'histoire de la CSG, hein. Alors ça, c'est pareil, c'est simplement un truc. Il enlève un truc qu'il avait prévu de mettre, hein, voilà. Bon, d'accord, ça c'est le minimum qu'on demandait, hein. Encore une fois, puis ça concerne que les retraités. Bon, c'est pas rien, hein, mais bon, c'est pareil, c'est un coup de pouce, hein. Enfin, c'est même pas un coup de pouce, c'est un coup de moins bien qu'on enlève finalement. Voilà, c'est tout. Et enfin, oui, voilà, le plus drôle. Alors là, c'est surréaliste, quoi. Là, on nage en plein délire, quoi. Là, c'est vraiment du foutage de gueule. Alors, si j'ai bien compris, alors peut-être c'est moi qui ai mal compris, je sais pas, hein, mais apparemment, il a proposé une prime de Noël que les entreprises donnent si elles veulent. Voilà. Mais enfin, j'arrive même pas, je trouve même pas les mots tellement que c'est absurde. Non mais une prime de, bon déjà ça existe déjà, les primes de Noël, hein, je veux dire, voilà. C'est-à-dire si on n'a pas attendu Macron pour que ça existe, hein, je veux dire, il y a des entreprises qui donnent des primes de Noël, ça existe. Moi j'ai toujours entendu ça. Bon. Et pour les entreprises qui veulent, bah oui, bah encore heureux, les entreprises, elles sont libres de donner des primes, quoi, quand même. Je veux dire, enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon, après, si, il y a des conventions collectives où il y a des primes qui sont, voilà, il y a des trucs qui sont déjà prévus, etc. Mais enfin, bon, je sais pas, je pense vraiment que les gens sont abrutis, je sais pas. Je sais pas, c'est comme s'ils me disaient, je vais demander au soleil s'il veut de se lever demain. Vous voyez, enfin voilà, enfin, il y a rien à dire de plus, quoi. Voilà, c'est marrant parce qu'encore une fois, le président, il a raté une occasion de pouvoir apaiser les choses. Parce qu'il aurait pu vraiment, ne serait-ce qu'en faisant ce que j'ai dit, c'est-à-dire déjà le donnant-donnant par rapport à la répression, en disant, bon, je veux bien calmer les choses aussi par rapport à, parce c'est ça qu'il faut demander aujourd'hui. Les gilets jaunes ne le demandent pas assez, ce que je reproche beaucoup dans le mouvement, c'est que on est en train de fustiger les casseurs, entre guillemets, alors que les casseurs font partie des gilets jaunes en grande majorité, hein. Faut arrêter la division de ce point de vue-là. Voilà. D'ailleurs, je vais dire, la vraie division, je veux dire où elle se situe. C'est pas les casseurs et les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes qui sont, comment dire, qui se mobilisent simplement pour certaines mesures, quoi, qui veulent en plus, hein, voilà, c'est-à-dire pour augmenter un petit peu améliorer un petit peu leur quotidien, on va dire, voilà. C'est exactement comme dans les syndicats, vous avez toujours les deux. Vous avez ceux qui veulent simplement améliorer un petit peu leur quotidien, avoir un peu plus d'argent pour vivre, voilà. Et puis vous avez ceux qui veulent changer radicalement de société. Voilà. C'est ça les deux vraies tendances qu'il y a chez les gilets jaunes en réalité. Et les casseurs, ils sont dans la deuxième. Les casseurs, ils sont dans ceux qui veulent changer radicalement de société. Et là, je vais parler un petit peu de sociologie, c'est-à-dire que le casseur, enfin le casseur gilet jaune, hein, il est là parce que il a cassé du mobilier urbain, etc., sans scrupule. Parce qu'il se dit de toute façon, cette société, elle est pourrie, il faut la reconstruire de A à Z. Donc le fait de casser pour lui, symboliquement, c'est-à-dire je suis en train de casser la société que je ne supporte plus, pour en reconstruire une autre derrière. Donc c'est casser pour reconstruire, c'est pas... dans son esprit, en tout cas, c'est ça. Alors c'est peut-être difficile à entendre pour certains, mais dans son esprit, c'est ça.
Voilà. C'est pas autre chose. C'est pas casser pour casser. C'est pas casser pour foutre la merde, etc. C'est casser vraiment pour changer, pour mettre quelque chose de mieux, pour remettre du neuf. Voilà. C'est dans cet esprit-là qu'ils cassent en réalité. Même s'ils n'ont pas forcément conscience, mais c'est ça qui se passe. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que dans ces genres de mouvements, c'est exactement ce qu'il y a eu en mai 68 aussi. Et parfois, à une petite échelle, moi j'ai expérimenté aussi des choses comme ça par rapport à des mouvements auxquels j'ai pu participer. C'est-à-dire que on est dans une espèce de dynamique où il y a des gens qui ressentent ce changement du jour au lendemain, parmi ceux qui sont dans les ronds-points, etc., qui campent depuis le 17 novembre, depuis un mois maintenant, ce qui est quand même considérable. C'est des gens qui ont passé quand même un mois de leur vie du jour au lendemain, à changer du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'avant ils avaient leur routine, ils allaient au boulot le matin, ils rentraient le soir, ils voyaient Hanouna à la télé avant d'aller se coucher, etc. Voilà, ils étaient dans cette routine-là. Et puis le samedi, ils allaient faire le supermarché, voilà. Et puis tout à coup, ils sortent de cette routine, ils se retrouvent à camper dehors, au milieu de gens qui connaissent pas forcément, qui commencent à discuter de politique, voilà, à manger ensemble, à galérer ensemble, etc. À trouver des petites combines pour avoir à manger à droite à gauche, pour reconstruire une petite tente, etc. C'est-à-dire qu'ils trouvent une espèce de vie en communauté qui tranche radicalement avec leur quotidien d'avant. Et il y a des personnes chez qui, bon, ça va pas bouleverser énormément de choses, mais par contre, il y a des personnes chez qui ça crée une espèce de prise de conscience radicale d'un seul coup, qui fait que ces gens-là deviennent des vrais révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils veulent changer radicalement de société. Ils ont compris qu'ils vivaient dans une société qui ne leur convenait pas. Ils veulent la changer radicalement. Et ça se produit chez beaucoup de gens. On a pu le voir. On le voit chez les gens qui parlent, qui s'expriment dans les médias, parmi les gilets jaunes. On voit ceux qui sont comme ça. Et c'est chez ceux-là qu'il y a les casseurs, parce que ceux-là, ils ont compris qu'ils veulent tout changer. Voilà. Donc ils sont prêts à casser, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est ces gens-là qui, en vérité, les casseurs. Voilà. Après, bon, il y a quelques-uns, oui, des mecs qui viennent pour piller, etc., pour profiter de la situation. Voilà. Ou pour se défouler parce qu'ils sont pas bien dans leur tête. Enfin bref. Il y a de tout. Ça, c'est comme ça. Bon. Dans les mouvements massifs, vous trouvez de tout. Mais majoritairement, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui veulent vraiment changer la société. Voilà. Donc au départ, qui n'ont pas de mauvaises intentions. Euh, donc voilà, c'est ça les vraies tendances qu'il y a. Hein. Voilà. Et voilà, pourquoi je parlais de ça, hein, donc c'est pour revenir là-dessus. Donc voilà, je reviens sur les mesures et sur ce qui a été dit. Donc effectivement, Macron a raté une vraie occasion de se mettre les gens dans la poche en donnant des mesures plus concrètes. Déjà en apaisant par rapport au discours sur ce qui s'est passé, en disant d'accord, on fait table rase et maintenant on discute. Non, il a réaffirmé, oui, l'État, on peut pas accepter ça, etc. Alors qu'il accepte que ces policiers fassent n'importe quoi et fassent des choses qu'on voit même pas dans les pires dictatures du monde aujourd'hui. Voilà. Et ça, je suis désolé, je sais qu'on va me traiter de gauchiste, d'anti-flic, etc., tout ce qu'on veut. C'est la vérité. C'est la vérité, il faut le reconnaître, et les policiers ont leur part de responsabilité là-dedans. Et moi, je veux entendre des policiers dénoncer ça aussi. Voilà. C'est ça qui n'est pas normal. Ensuite, bon, je vais arrêter sur la police, mais je vais aller un petit peu plus loin maintenant sur les prospectives. Donc je disais que il aurait pu proposer des mesures plus concrètes. Par exemple, pour les retraités, l'histoire de la CSG, c'est pas suffisant. Il aurait pu dire une petite augmentation, même symbolique, des retraites, ne serait-ce que ça, pour dire je fais un geste pour les retraités. Euh, Pareil, un petit geste pour aider les étudiants à s'insérer dans la vie active, enfin les jeunes travailleurs, etc. Donc à la fois pour les retraités, pour les jeunes, et puis pour ce qui est de voilà de problèmes fiscaux, puisque c'est ça le centre hein, aussi névralgique de ce qui a lancé ce truc-là. Déjà pour les gens, j'ai entendu parler d'une prime mobilité, mais c'est ça qu'il aurait dû. S'il avait dû ne donner qu'une seule mesure, c'était ça, parce que ça c'est ce qui concernait le plus de monde, l'histoire de la prime de mobilité. Parce que rien qu'avec ça, il touchait tous les gens qui sont à l'origine de ce mouvement, c'est-à-dire tous les gens qui roulent en voiture, qui ont besoin de leur voiture, tous les artisans qui ont des camionnettes, etc. Ben, s'ils avaient une prime pour pouvoir payer le carburant qui est trop cher, et ben là déjà ça aurait été quelque chose de fondamental qui aurait pu calmer beaucoup de gens. Parce que c'est déjà ce qu'ils demandaient au départ. C'est-à-dire un coup de pouce pour pouvoir payer, simplement pouvoir payer leur carburant pour pouvoir travailler. Voilà, c'est déjà c'est des choses qui auraient contenté beaucoup de monde. Voilà.
Non, il y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Là, il aurait touché le plus de monde possible. Voilà. Ça prouve bien qu'il est toujours dans le mépris de ces gens-là. Il est toujours dans son, voilà, il a dit, il change pas de cap. Effectivement, il n'a pas changé de cap de ce point de vue-là, parce qu'il veut continuer à nous empêcher de rouler en voiture. Hein. C'est ça le but. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que les vraies mesures concrètes, significatives, elles sont pas là. Elles sont pas là. C'est tout. On est dans des petites mesurettes. Encore une fois, qui sont pas achetées à la poubelle. Mais voilà. Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement dans le quotidien des gens? Rien, et ils sont pas dupes, les gens ils savent très bien, ça va rien changer. Voilà. Donc maintenant sur les perspectives, alors par rapport à ce que j'ai dit à la fois sur la répression policière et sur, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs je suis assez remonté contre ça, donc sur la répression policière et, euh, et par rapport donc aux mesurettes qui ont été données, ça a prouvé quoi? Ça a prouvé que simplement qu'il n'y aura pas d'accalmie, il n'y aura pas d'apaisement, et l'acte 5 risque d'être bien pire que l'acte 4, parce qu'ils pourront pas réitérer, remettre le même dispositif qu'ils ont mis là 2 fois, hein, c'est pas possible, parce que ça c'est exceptionnel. Il y aura pas d'accalmie, et je pense, malheureusement, j'espère que je me trompe, mais je pense que là, rapidement, peut-être lors de l'acte 5, il va y avoir un drame. Il va y avoir un véritable drame. Là, pour l'instant, on pleure pour un peu de casse, etc. Mais là, il va y avoir des drames humains, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morts. Et, ça va émouvoir encore plus l'opinion, mais je pense qu'on va en arriver là. Malheureusement, on va en arriver là. À cause du fait que le gouvernement n'avance pas là-dessus. Au contraire, continue et à cause aussi du fait que chez les forces de l'ordre, il y a une répression de plus en plus violente. Donc il y a une violence qui monte des deux côtés. Et forcément, ça va mener à une situation dramatique. Voilà, il va y avoir un drame rapidement. Je pense qu'avant Noël, il va y avoir un drame. Voilà. Je, encore une fois, hein, je veux pas porter la poisse, hein, mais malheureusement pour moi, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un drame. Voilà. Alors voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère que non. Moi, pour ma part, la position que j'ai par rapport à tout ça, c'est que bon, voilà, j'aimerais qu'il y ait au moins, voilà, qu'il y ait au moins des mesures significatives qui fassent reculer le gouvernement, que le gouvernement finisse par accorder quand même certaines mesures importantes demandées aujourd'hui par les gilets jaunes qui reviennent souvent. Voilà. Qu'on arrive au moins à quelque chose comme ça. Mais comme je dis encore une fois, parmi ceux des gilets jaunes qui sont en train, il y en aura de plus en plus parce que plus un mouvement dure, plus il y a des gens qui veulent aller plus loin. Et moi, si on va plus loin, ça me va aussi, hein. Parce que moi, fondamentalement, changer de société, je suis pour, hein. Il n'y a pas de problème. Mais on change radicalement. Si c'est juste pour changer la 5e République, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Bon, dire moi c'est un petit peu ou rien. Enfin un petit peu tout ou un petit peu, voilà. Mais pas pas un changement pourri, on va dire. Voilà, parce que si c'est la 6e République entre guillemets, moi j'en suis pas. Hein. Ce mouvement-là, ça m'intéresse pas. Voilà, je sais qu'il y en a qui essayent de le récupérer dans ce sens-là. Voilà, c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant la position que j'ai, c'est que c'est une position assez opportuniste. C'est-à-dire que là, euh, pour l'instant, il n'y a rien qui me satisfait, hein, mais si on arrive à avoir des choses significatives, je dis pourquoi pas, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que c'est pas possible. Voilà. Je pense que on aura un changement de société ou rien. Voilà. Et malheureusement, il y a de fortes possibilités aussi que ce soit rien ou pas grand-chose, comme on a eu là, quoi, par exemple. Il n'y aura pas plus. Voilà, mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus pour l'instant, mais je pense que vu niveau de radicalisation qui est encore assez haut, ça va mener malheureusement à un drame bientôt. Et je sais pas ce que ça donnera après, mais il y aura un drame. Ça c'est, je pense que c'est inéluctable maintenant. Voilà. Bon, voilà, c'était mon analyse par rapport à ce que disait, ce qu'a dit le président de la République. Hein, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes choqué par rapport à mes propos sur la police et la gendarmerie. Moi, je vous ai livré mon sentiment là-dessus. Hein, encore une fois, je veux pas. C'est pas pour dénigrer. C'est pas pour faire du gauchisme à 2 balles hein, contre la police. Hein. C'est vraiment ce que je ressentis par rapport à ce que j'ai vu et que je ne trouve pas normal. Voilà.
Donc, à vous de me dire en commentaire, à vous de me dire si vous appréciez ou pas. Si vous avez aimé mon analyse, bah, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, mettez un pouce vers le bas. Voilà. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Pablo Busto Camino Sereno. Voilà, pour avoir, vous avez vu qu'en ce moment, j'essaye d'avoir une certaine régularité. Puis à côté de ça, vous avez aussi tous les cours que je propose sur Camino Sereno, hein. Bon, là, c'est pas une vidéo pour faire ma pub, mais j'en profite quand même un petit peu à la fin, voilà. Allez, au revoir à tous et à bientôt. On tirera le bilan de d'ici à ce qu'il se passe encore d'autres choses. On verra un petit peu comment ça évolue. Au revoir.